En juillet 1789, Paris était en flammes. Des foules en colère envahissaient les rues, pillaient des entrepôts, affrontaient les soldats et marchaient vers une forteresse devenue le symbole de tout ce qu'elle détestait. Le roi était enfermé à Versailles. Ses ministres n'avaient aucune réponse. Et ce qui semblait être une simple révolte se transformait en quelque chose que l'Europe n'avait jamais vu. Mais pour comprendre ce qui se passait ce jour-là, nous devons remonter un peu dans le temps. Car la Révolution française n'a pas commencé avec la prise de la Bastille. Elle a commencé avec la hausse du prix du pain, avec des dettes que l'État ne pouvait pas payer, avec une noblesse qui ne payait pas d'impôts et avec un peuple qui avait atteint sa limite. La prise de la Bastille n'a été que le moment où tout cela a explosé d'un seul coup. Au cours de cette vidéo, nous allons vous montrer comment l'union d'une société a été capable de détruire 1000 ans de monarchie en moins de 10 ans et comment la Révolution française a influencé pour toujours les décisions futures du monde entier. La France de 1789 était un pays construit sur une inégalité que tout le monde voyait et que presque personne n'osait remettre en question à voix haute. La société était divisée en 3 États. Le clergé et la noblesse occupaient le sommet, représentaient moins de 3% de la population et ne payaient pratiquement pas d'impôts. Tout le reste paysans, artisans, commerçants, travailleurs et une bourgeoisie croissante et de plus en plus instruite formaient le tiers-État. C'était ce groupe qui soutenait tout le pays par son travail et par ses impôts, et c'était ce groupe qui arrivait à sa limite. La crise qui approchait n'avait pas une cause unique. C'était une accumulation de problèmes qui s'étaient construits pendant des décennies et que 1788 avait rendus impossibles à ignorer. Les récoltes de cette année-là furent les pires dont on se souvenait. Le prix du pain explosa. Des familles entières passaient des jours sans manger dans les villes et les provinces, tandis que l'État continuait à dépenser comme si rien n'avait changé. La France s'était profondément endettée pour financer des guerres, y compris son soutien à l'indépendance américaine, et le trésor était vide sans que personne au gouvernement ne sache vraiment comment résoudre cela, sans exiger encore plus de ceux qui n'avaient déjà plus rien à donner. Au centre de tout cela se trouvait Louis XVI, un homme fondamentalement mal préparé à ce qui arrivait. Il n'était ni cruel, ni stupide, mais il était indécis à un moment qui exigeait des décisions rapides et claires, et cette indécision allait tout lui coûter. Marie-Antoinette, autrichienne et symbole de l'excès aux yeux du peuple, complétait l'image d'une monarchie distante et déconnectée de la réalité des rues. À Paris, des foules se disputaient du pain dans les boulangeries. À Versailles, la cour continuait ses bals et ses banquets comme si le pays autour d'elle ne s'effondrait pas. Ce qui rendait cette crise différente de toutes les précédentes était ce qui circulait avec la faim. Des décennies de philosophie des Lumières avaient planté des idées qui, désormais, sortaient des livres et des salons aristocratiques où elles étaient nées. Voltaire, Rousseau et Montesquieu avaient passé des décennies à affirmer que le pouvoir ne venait pas de Dieu mais du peuple, que l'inégalité n'était pas naturelle mais construite, et qu'il était possible d'organiser la société autrement. L'indépendance américaine avait prouvé que cela n'était pas seulement une théorie. Des mots comme liberté, égalité et souveraineté populaire avaient cessé d'être des abstractions philosophiques pour devenir des exigences concrètes. Et le peuple français était prêt à les exiger. Désespéré de trouver une solution à la crise financière, Louis XVI convoqua les États généraux pour la première fois depuis 175 ans. C'était en mai 1789, et les représentants des 3 États se réunirent à Versailles avec des objectifs complètement différents. Le roi voulait faire approuver de nouveaux impôts. La noblesse voulait conserver ses privilèges. Et le tiers-État arriva avec des cahiers entiers de doléances accumulés sur plusieurs générations, déterminé à ne pas quitter les lieux sans changement réel.
Le problème était que le système de vote traditionnel, où chaque État disposait d'une voix indépendamment de sa taille, garantissait que la noblesse et le clergé l'emporteraient toujours. Le tiers-État refusa d'accepter ce jeu. En juin 1789, les représentants du tiers-État firent quelque chose sans précédent dans l'histoire française. Ils se déclarèrent Assemblée nationale et jurèrent, dans une salle du jeu de paume du palais de Versailles, parce qu'ils avaient été exclus de la salle de réunion, qu'ils ne se disperseraient pas avant d'avoir donné à la France une constitution. Le serment du jeu de paume fut le moment où le conflit cessa d'être une simple dispute fiscale pour devenir une question de souveraineté. Le roi recula et reconnut l'Assemblée. Mais ce recul arriva trop tard pour contenir ce qui se passait dans les rues de Paris. Les rumeurs se répandaient à une vitesse que la vérité ne pouvait jamais rattraper. On disait que le roi prévoyait de dissoudre l'Assemblée par la force, que des troupes étrangères étaient appelées pour encercler Paris, que le peuple allait être massacré. La peur se mêlait à la colère, et la colère se mêlait à la faim, accumulée depuis des semaines. Le 14 juillet 1789, une foule armée marcha vers la Bastille, la forteresse-prison, qui symbolisait l'absolutisme monarchique, le pouvoir arbitraire du roi d'emprisonner n'importe qui sans jugement ni explication. Après des heures d'affrontement, la garnison capitula. La Bastille était tombée. La forteresse ne comptait que 7 prisonniers ce jour-là. Mais cela n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était ce qu'elle représentait. Et ce qu'elle représentait s'était effondré avec ses murs. La nouvelle se répandit dans tout le pays en quelques jours. À la campagne, les paysans envahirent les propriétés nobles, brûlèrent les registres de dettes et attaquèrent les symboles physiques du féodalisme qui pesaient sur leur famille depuis des générations. La monarchie avait perdu le contrôle du pays, non seulement à Paris, mais partout en même temps. Dans les semaines qui suivirent la chute de la Bastille, l'Assemblée nationale travailla avec une énergie qui semblait vouloir compenser des siècles d'immobilisme en une seule session. En août 1789, les privilèges féodaux furent abolis lors d'une nuit entière de renoncement volontaire, avec des nobles et des membres du clergé abandonnant des droits que leurs familles détenaient depuis des générations, poussés par une combinaison d'enthousiasme et de peur de ce qui arriverait s'ils refusaient. Quelques jours plus tard, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fut proclamée. Pour la première fois dans l'histoire française, un document officiel affirmait que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, et que la souveraineté réside dans la nation, et non dans le roi. Mais la faim n'avait pas disparu avec la Révolution. En octobre 1789, des milliers de femmes marchèrent de Paris jusqu'à Versailles, exigeant du pain et exigeant que le roi retourne à la capitale, où il pourrait être surveillé de près par le peuple. La marche des femmes fut l'un des moments les plus révélateurs de la Révolution, montrant que le véritable moteur de tout cela n'était pas seulement des idées philosophiques, mais des besoins physiques immédiats. Le roi fut ramené à Paris et installé au palais des Tuileries, sous une surveillance qui était, en pratique, une prison dorée. Versailles, le symbole du pouvoir absolu que Louis XIV avait construit un siècle plus tôt, fut vidé. La nouvelle constitution de 1791 transforma la France en une monarchie constitutionnelle, avec un roi réduit à une fonction exécutive limitée et une assemblée détenant le pouvoir législatif. C'était un changement radical qui, quelques années auparavant, aurait semblé impossible. Mais la Révolution avait créé des attentes que la Constitution ne pouvait pas entièrement satisfaire. Les esclaves dans les colonies restaient esclaves, tandis que la métropole débattait de liberté. Les femmes qui avaient marché jusqu'à Versailles ne reçurent pas de droits politiques, et le roi, qui avait juré fidélité à la Constitution en public, négociait en secret avec les monarchies européennes
pour qu'elles interviennent militairement et restaurent son pouvoir absolu. La confiance dont la révolution avait besoin pour fonctionner était en train d'être érodée de l'intérieur. En juin 1791, Louis XVI tenta de fuir la France avec sa famille, déguisé en domestique. Il fut reconnu dans une ville du nord-est du pays et ramené à Paris sous escorte, tandis que des foules silencieuses regardaient passer la voiture. Le silence était plus terrifiant que n'importe quel cri. L'image du roi s'était brisée de manière irréversible, et les monarchies européennes qui observaient ce qui se passait en France commencèrent à agir. En avril 1792, la France déclara la guerre à l'Autriche. Ce qui suivit fut un conflit qui durerait plus de 20 ans et transformerait la carte de l'Europe. Les premiers mois de la guerre furent désastreux. L'armée avait été affaiblie par la fuite des officiers nobles et les troupes austro-prussiennes avançaient vers Paris. La panique s'empara de la capitale. En août 1792, une foule envahit le palais des Tuileries et massacra la garde du roi. La monarchie fut suspendue. Louis XVI fut emprisonné avec sa famille. En janvier 1793, après un procès rapide devant la Convention nationale qui avait remplacé l'Assemblée, le roi fut exécuté à la guillotine sur la place de la Révolution. La rupture avec le passé était totale. L'Europe monarchique avait reçu un message qui ne nécessitait aucune traduction. Le pouvoir fut progressivement capturé par les groupes les plus radicaux, dirigés par Robespierre et le Comité de salut public. L'argument était simple et terrifiant. La Révolution était entourée d'ennemis, à la fois extérieurs et intérieurs, et toute hésitation dans l'élimination de ces ennemis était en elle-même une trahison. La période de la terreur, de septembre 1793 à juillet 1794, produisit 10 à 7 000 exécutions officielles et des dizaines de milliers de morts dans les prisons et dans les guerres civiles qui éclatèrent dans plusieurs régions du pays. La guillotine fonctionnait chaque jour à Paris. D'anciens alliés devenaient suspects. N'importe quelle dénonciation anonyme pouvait suffire à condamner. La Révolution qui avait promis la liberté avait construit l'un des systèmes de terreur politique les plus efficaces que l'Europe ait jamais connus. Le maintien de la terreur reposait sur un équilibre fragile. Tant que la peur extérieure était plus forte que la peur intérieure, le système tenait. Mais lorsque les victoires militaires françaises commencèrent à éloigner la menace d'invasion, cet équilibre se brisa. Les membres de la Convention qui avaient soutenu Robespierre, par conviction ou par peur, comprirent que personne n'était en sécurité tant qu'il restait au pouvoir, y compris eux-mêmes. En juillet 1794, Robespierre fut arrêté lors d'une séance de la Convention et exécuté le lendemain sur la même guillotine qu'il avait supervisée pendant des mois. L'ironie était trop évidente pour nécessiter le moindre commentaire. Le Directoire qui prit le pouvoir en 1795 fut une tentative de stabilisation qui ne parvint jamais réellement à stabiliser le pays. Corrompu, impopulaire et incapable de résoudre les problèmes économiques qui avaient alimenté la Révolution, il survécut pendant 4 ans grâce aux victoires militaires extérieures qui maintenaient l'armée occupée loin de Paris. Et c'est précisément par l'armée que la solution finale arriva. En novembre 1799, le général Napoléon Bonaparte mena le coup d'État du 10 à 8 Brumaire et mit fin au Directoire. L'ère révolutionnaire était arrivée à son terme, ou du moins cette phase-là. La Révolution française ne s'acheva pas par une victoire claire. Elle se termina avec un général prenant le pouvoir dans un pays épuisé. Mais ce qui s'était produit durant les 10 années précédentes ne pouvait être effacé par aucun coup d'État. La monarchie absolue avait été exécutée avec le roi. Les privilèges féodaux avaient été abolis. L'idée que le pouvoir venait du peuple avait été inscrite dans des textes, débattus sur les places publiques et défendus par le sang d'une génération entière.
Ces idées traversèrent les frontières, inspirèrent des révolutions dans le monde entier et façonnèrent le concept moderne de citoyenneté, d'État et de droits individuels d'une manière qui continue encore aujourd'hui à définir notre façon de vivre. La Révolution française fut brutale, contradictoire et trahit souvent les propres principes qu'elle proclamait. Elle promit la liberté et produisit des guillotines. Elle proclama l'égalité et maintint l'esclavage dans les colonies. Elle renversa un roi au nom du peuple et remit le pouvoir entre les mains d'un général. Mais malgré tout cela, elle fut aussi le moment où le monde commença à prendre forme, lorsque, pour la première fois, une société entière décida que l'ordre dans lequel elle vivait n'était ni naturel ni éternel, et qu'elle avait le droit de le changer. C'est peu être là le plus grand héritage de la Révolution. Ce ne fut pas un modèle parfait, mais une preuve. La preuve que des ordres considérés comme immuables peuvent s'effondrer, que les idées peuvent être plus puissantes que les armées, et que lorsqu'un peuple décide qu'il a atteint sa limite, l'histoire change de direction. Si vous avez apprécié découvrir l'histoire de la Révolution française, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour soutenir notre travail. Dites-nous également en commentaire quel thème vous aimeriez voir reconstitué dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.